Je suis Toussaint Louverture. Mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. Il était surnommé le George Washington noir. Il a combattu les armées de 3 empires et défié Napoléon Bonaparte. La perspective d'une république noire est aussi inquiétante pour les Espagnols, les Anglais et les Américains. C'était le champion de la liberté et de l'égalité pour tous. Haïti est toujours décrit comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord. Mais à l'époque de son apogée, sous le nom de Saint-Domingue, c'était la colonie la plus riche des Amériques. Mais cette richesse était basée sur l'esclavage, sur la possession de ce capital humain. Toute la journée, du lever au coucher du soleil, les hommes étaient courbés, à couper la canne à sucre à la machette. Ils étaient totalement déshumanisés. C'étaient devenus des animaux et on les traitait comme tels. La domination du maître devait être absolue. Et c'est cet absolutisme qui conférait un statut qui n'avait plus rien d'humain. Liberté, égalité, fraternité, c'étaient des concepts nouveaux. Toussaint Louverture était quelqu'un de profondément humain. Il a pris conscience très tôt de l'aspect totalement intolérable de sa condition. Il a recruté entre 3000 et 4000 hommes qu'il a entraînés. Et ensemble, ils ont combattu les armées françaises, anglaises et espagnoles pendant 12 ans. Ils brûlaient les machines, ils brûlaient les cultures dans les plantations, ils brûlaient les maisons. Ça a été un massacre à grande échelle. L'heure de leur revanche avait sonné. La révolution haïtienne est sans doute la révolution la plus radicale qui ait jamais existé. C'est le seul endroit au monde où des esclaves aient réussi à créer une nation. Mais personne ne veut en parler. Durant l'été 1789, alors qu'Haïti n'est encore qu'une paisible colonie connue sous le nom de Saint-Domingue, les yeux du monde sont rivés sur la France. À Paris, des émeutiers se rebellent contre le pouvoir royal et leurs conditions de vie misérables. Au cri de liberté, égalité, fraternité, ils déclenchent une révolution qui marquera à jamais l'histoire de France. En fait, la Révolution française recouvrait des choses très différentes selon les gens. Dans les rues de Paris, la Révolution signifie la fin des privilèges accordés aux riches. Avec la création de l'Assemblée nationale, les idées des penseurs les plus réformistes d'Europe trouvent enfin un écho. Même si à l'époque, personne ne sait ce qui en ressortira, il y a cette idée que tous les individus possèdent des droits inaliénables. Les philosophes en parlaient déjà depuis un certain temps, mais cette idée va s'inscrire noir sur blanc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'idée était dangereuse parce que la société de l'époque était basée sur les inégalités. C'est grâce à ça qu'elle fonctionnait. Elle n'était pas censée profiter à tous, mais seulement à une minorité. Si l'idée est dangereuse en France, elle l'est encore plus dans ces colonies esclavagistes que sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. Cette dernière, surnommée la perle des Antilles, est constituée de la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, partie aujourd'hui connue sous le nom d'Haïti. On croit souvent qu'à l'époque, les distances entravaient la communication. Or, pas du tout. Les nouvelles allaient extrêmement vite.
Il faut savoir que l'Atlantique était une véritable autoroute au XVIIIe siècle. Les navires diffusaient les nouvelles dont tout le monde était très friand. Quand les marins débarquaient, les premiers à qui ils parlaient, c'était à ceux qui déchargeaient les bateaux, à savoir les esclaves, et ils leur racontaient ce qui se passait à Paris. Mais rares sont les esclaves qui osent croire à ces idées démocratiques venues de France. Car les intérêts en jeu sont colossaux. Le sucre est le moteur de l'économie au XVIIIe siècle et Saint-Domingue est la capitale mondiale du sucre. En France, les réformistes préfèrent eux aussi fermer les yeux sur les souffrances engendrées par le système esclavagiste. Les feuilles de canne à sucre sont aussi tranchantes que des lames de rasoir. On ne se rend compte qu'on s'est coupé que lorsque la transpiration entre dans la plaie parce que ça brûle. Au niveau du sol, il y a des colonies de fourmis qui vous attaquent. Et ensuite, vous vous grattez pendant des heures. Si un esclave refusait de travailler, la loi permettait de l'abattre purement et simplement. Le concept même de l'esclavage est totalement bestial. Et les Français en ont fait une véritable science. Les esclaves en provenance d'Afrique ne survivaient pas 3 ans dans ce système. Cette exploitation se résumait à des statistiques. Et elle fonctionnait très bien. À Saint-Domingue, l'esclavage s'accompagne d'une véritable politique de la terreur. Pour le propriétaire d'esclaves Stanislas Saint-Foix, il s'agit simplement d'une gestion rationnelle de son cheptel humain. Les punitions lentes marquent plus les esprits que celles qui sont rapides ou violentes. Plutôt que 50 coups de fouet administrés en 5 minutes, mieux vaut 25 coups de fouet administrés en un quart d'heure. Ceci est plus susceptible de faire forte impression. La description des tortures infligées aux esclaves est souvent effroyable. On amputait un bras ou une jambe à ceux qui avaient essayé de s'enfuir. On frottait leurs plaies avec de la chaux ou du piment. On les suspendait jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans ces plantations, la vie des esclaves avait si peu de valeur que les tortures ont atteint un degré de cruauté et de raffinement inimaginable. Malgré ce système répressif, certains Noirs parviennent à échapper à l'esclavage. Beaucoup sont nés libres parce qu'ils sont les enfants illégitimes d'un propriétaire blanc. Les autres ont gagné leur liberté grâce à leur intelligence ou à leur talent. C'est le cas de Toussaint Louverture. Né dans l'esclavage, j'avais reçu de la nature l'âme d'un homme libre. Toussaint Louverture était quelqu'un de très déterminé. Il était aussi très ambitieux. Pour moi, c'était un génie. C'est l'un des personnages historiques les plus remarquables qui soient. Il est né et il a grandi dans une plantation de Saint-Domingue. Le propriétaire de cette plantation est un homme tolérant et ouvert pour l'époque. Enfant, Toussaint a ainsi pu apprendre à lire et à écrire. Il a fini par occuper un rôle privilégié dans la plantation en tant que cocher. Donc il était à la fois en relation avec les contremaîtres et les propriétaires.
Quand il obtient sa liberté dans les années 1770, il se met alors à briguer d'autres fonctions. Et c'est là la clé pour comprendre ce personnage. Il voyait des opportunités que les autres ne voyaient pas. Il était dans les affaires. Il avait des contacts aux États-Unis et ailleurs. Il possédait plusieurs comptes en banque. Il avait une formidable capacité d'organisation. Il aurait fait un excellent PDG de nos jours. On ignore quelle a été la réaction de Toussaint Louverture à l'annonce de la Révolution française. Mais chez les colons blancs de Saint-Domingue et parmi la population métisse libre, c'est la stupéfaction. En 1789, il y avait à Saint-Domingue environ 40 000 blancs et 30 000 métis, descendants de ces blancs qui possédaient eux-mêmes des terres, des esclaves et qui étaient des hommes d'affaires accomplis. Donc la plupart avaient des relations étroites avec la classe dirigeante. Il faut savoir qu'en matière de race, il n'y avait pas que des blancs et des noirs. Il y avait toute une multitude de mélanges et de dégradés de marron. Un historien est même allé jusqu'à créer 110 catégories de métissage, allant du noir total au blanc total. Chaque mélange avait un nom, mulâtre, carteron, octavon. Chaque nom prenait en compte la quantité de sang noir de la personne. Grâce à la Révolution, les colons blancs espèrent obtenir une plus grande liberté de gestion des colonies. La population métisse espère, elle, des changements plus radicaux. Car si elle est née libre, elle n'est pas égale à la population blanche pour autant. Les métis devaient faire preuve de respect face aux blancs. Ils devaient se lever en leur présence, les appeler monsieur, madame ou par leur titre. Ce n'était pas une situation facile pour eux. Et c'est pour ça qu'ils ont été les premiers, avant les Noirs, à réclamer l'égalité. En 1791, la population métisse de Saint-Domingue est bien décidée à saisir sa chance. Elle envoie une pétition au nouveau gouvernement français en demandant à jouir des mêmes droits de citoyens que les Blancs. C'est un message très fort qu'ils envoient à une société explicitement basée sur les inégalités. C'est une demande explosive. Cette pétition déclenche la fureur de la population blanche de Saint-Domingue. Les petits colons entament alors une vaste campagne d'intimidation. Ils menacent, passent à tabac et assassinent bon nombre de métis dans la capitale, Cap-Français. La pétition reçoit un accueil beaucoup plus favorable à Paris. Les membres de l'Assemblée nationale publient alors un décret historique. Il donne à la population de métis nés de 2 parents libres les mêmes droits qu'aux Blancs. En dépit de la portée limitée de cette réforme, le gouverneur de Saint-Domingue refuse de l'appliquer. Les colons blancs se sentent profondément trahis. En réaction, certains se mettent alors à nourrir des idées de rébellion, à l'image de Madame de Rouvray, l'épouse d'un planteur de la région. L'Assemblée nationale est déterminée à détruire nos vies en tant que maîtres, si bien qu'une sécession avec la France pourrait s'avérer nécessaire. Les propriétaires américains d'esclaves vont, je l'espère, se regrouper afin d'arrêter cette contagion libertaire. Le Seigneur qui a créé le soleil pour nous éclairer d'en haut, qui déchaîne les flots et fait gronder le tonnerre, nous observe. Boukman Duty, esclave et prêtre vaudou. Abandonnez l'image du Dieu des Blancs qui a soif de nos larmes et écoutez la voix de la liberté qui parle dans le cœur de chacun d'entre nous.
En août 1791, tandis que les Blancs et les Métis de Saint-Domingue s'apprêtent à engager le bras de fer, Boukman Dutty lance un appel aux Noirs des plantations. Ces derniers, qui ont été faits prisonniers dans différentes parties d'Afrique, partagent un culte commun, le vaudou. Le vaudou, c'est l'esprit de nos ancêtres, c'est une religion. C'est le mode de vie de l'haïtien. C'est plus qu'une religion, c'est notre façon de vivre, c'est notre force de... Le vaudou est libérateur, le vaudou est dignité, le vaudou est sagesse, et le vaudou, c'est notre tradition. Boukman leur donne rendez-vous dans un lieu baptisé Bois Caïman pour mettre au point une stratégie. Cette cérémonie de Bois Caïman, c'est le premier congrès haïtien, le début de la Révolution. C'est dans cette réunion où l'Africain décide de n'être plus esclave, d'être libre, déjà là dans la tête, de casser cette chaîne dans la tête, de dire voilà, à partir de cette cérémonie, on prend l'Africain a pris son destin en main. La légende prétend que c'est cette nuit-là que les esclaves de Saint-Domingue ont décidé de se révolter. Ils prévoient de déclencher leur soulèvement 15 jours plus tard, dans plusieurs plantations en même temps. Ils se jurent alors, mutuellement, de tenir leur projet secret. On dit qu'ils ont tué un cochon pour boire son sang. C'est ce qu'on appelle la communion. Chacun s'engage à garder pour lui ce qu'il a dit et entendu. Le Dieu des Blancs les pousse à commettre des crimes. Notre Dieu réclame vengeance. Il dirigera notre main, il nous aidera. Dans la nuit du 22 août 1791, ce sont 1 millier d'esclaves africains qui se retournent contre leur maître. Les esclaves empoisonnaient, les esclaves piquaient, les esclaves tuaient, les esclaves voulaient leur indépendance. Pour obtenir leur liberté, il fallait qu'ils exercent la même violence que celle qu'on avait exercée sur eux. C'est pour ça que cette révolution a été aussi sanglante. Et cette haine a explosé dès le premier jour. Le nombre de rebelles passe alors de 1000 à 20 000. Les esclaves libérés brûlent les champs de canne et les raffineries de sucre afin de détruire le système qui les a asservis. Trois jours plus tard, ce sont 184 plantations de canne à sucre et 1 millier de plantations de café parmi les plus prospères des Amériques qui ont été réduites en cendres. Blancs et métis se réfugient alors dans la capitale pour y être en sécurité. De là, ils observent impuissants les incendies dévastateurs qui font rage de toutes parts. C'était un gigantesque brasier. On prétendait que ceux qui étaient à bord des navires amarrés dans le port pouvaient lire leur courrier à la lumière de ces incendies qui se trouvaient à 15, 20, 30 kilomètres de distance. Ce déchaînement de violence place Toussaint Louverture dans une position délicate. Sa fortune personnelle dépend du système des plantations et il est à cheval entre l'univers des Blancs et celui des Noirs depuis une quinzaine d'années. Toussaint n'était plus un esclave. Il n'avait pas une mentalité d'esclave.
Il possédait 2 ou 3 plantations. Il n'appartenait plus à la même classe sociale que la majorité des Noirs, et ses intérêts différaient des leurs. Sa première réaction à cette explosion de violence n'est cependant motivée ni par l'argent ni par la couleur de peau. Elle est personnelle. Il retourne dans la plantation où il est né afin de protéger ses anciens maîtres. Il est vrai que dès les premiers jours de l'insurrection, Toussaint Louverture est retourné dans cette plantation pour y maintenir l'ordre. La question, c'est pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Je crois que c'est parce qu'il était reconnaissant à ses anciens propriétaires de tout ce qu'ils lui avaient donné lorsqu'il était esclave. Tandis que Toussaint aide son ancien propriétaire à échapper aux exactions, dans la capitale, les Blancs repoussent les assauts des insurgés et se regroupent bientôt pour lancer leur propre offensive. Les tueries se poursuivent jour après jour, semaine après semaine. Pamphile de la Croix, un colon français, décrit la situation sur place. Le pays est jonché de cadavres que personne n'a enterrés. Les nègres ont laissé les blancs empalés sur des pics. Quant aux soldats blancs, ils ne font pas de prisonniers et laissent les nègres morts sur place. 3 mois après le début de l'insurrection, le prêtre vaudou Boukman Duty est tué au combat, décapité par des soldats blancs. Son corps est ensuite brûlé face au camp des rebelles. Un observateur déclarera « À Saint-Domingue, le conflit est devenu une guerre d'extermination ». À l'automne 1791, Toussaint Louverture est obligé de choisir son camp. Bien qu'il ait femme et enfant et qu'il court le risque de perdre sa liberté, il n'hésite pas un instant. Il a tout abandonné pour rejoindre les rebelles dans la montagne. Les 500 000 esclaves que compte la colonie sont 12 fois plus nombreux que les colons blancs. Mais ils n'ont ni vision à long terme, ni réelle stratégie militaire pour poursuivre le mouvement. La plupart d'entre eux n'avaient aucune notion de ce qu'était la liberté. Personne n'y avait vraiment réfléchi avant. Toussaint, lui, possède un point de vue unique sur le monde. Il connaît aussi bien la culture africaine que la culture européenne, et il a lu les écrits des grands penseurs des Lumières. Toussaint avait très certainement lu un texte de l'abbé Raynal dans lequel il expliquait que le système esclavagiste colonial, en raison du nombre d'esclaves en présence et des souffrances qu'ils enduraient, allait donner naissance à un meneur noir. Je crois que Raynal parlait même d'un Spartacus noir. Un lettré comme Toussaint avait forcément eu connaissance d'un texte pareil. Grâce à sa culture et à ses capacités intellectuelles, il prend une place prépondérante parmi les chefs de la rébellion qui tentent de mettre sur pied une armée noire. En décembre 1791, soit 4 mois après le début de l'insurrection, l'enthousiasme des Noirs commence à faiblir. Qui plus est, le nouveau gouvernement français vient d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires pour aider les colons à rétablir l'ordre à Saint-Domingue. Dans la montagne, les insurgés n'ont plus grand-chose à manger et la famine les pousse bientôt à se rendre par milliers. Toussaint Louverture n'était pas un adepte de la violence. Il était capable d'user de la force si la situation l'exigeait, mais il préférait de loin la négociation, la diplomatie, la ruse. Cependant, ça ne lui posait aucun problème d'avoir recours à la violence en dernier ressort. Les rebelles lui demandent alors de rédiger une proposition d'accord.
En échange de la libération de 200 meneurs noirs et de meilleures conditions de travail, le texte prévoit le retour de la plupart des insurgés dans les plantations. La dure réalité du XVIIIe siècle a eu raison d'une partie de leurs exigences. Rétrospectivement, il est facile de regarder ce texte et de dire qu'il vend ceux qui se sont rebellés. C'est aussi une tentative pour faire changer les choses. En fait, il était difficile pour les gens de l'époque de concevoir la disparition totale de l'esclavage. De nouveaux commissaires civils viennent d'arriver de Paris pour reprendre la situation en main. Plus réformistes que les planteurs, ils pressent ces derniers d'accepter l'offre des rebelles. Ils proposent également une entrevue pour négocier avec les chefs de l'insurrection. Très méfiants, certains rebelles voudraient tuer leurs prisonniers blancs, mais Toussaint s'y oppose. Ils préfèrent les reconduire à Cap-Français en signe de bonne volonté. Toussaint est envoyé pour négocier un accord avec les planteurs. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir la libération de plusieurs meneurs noirs, mais également d'imposer certains changements dans les plantations. Des petits changements auxquels la plupart des insurgés tiennent. Est-ce que ce petit groupe de chefs rebelles aurait pu dire aux insurgés « Maintenant, reprenez le travail, remettez vos chaînes » Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les Blancs ne leur ont pas donné l'occasion de le faire. Les Blancs ont dit non à cet accord, parce qu'à ce moment-là, ils voulaient se venger. Ils s'estimaient victimes de la situation, oubliant totalement ce qu'ils avaient fait depuis 3 siècles. Donc ils devaient prendre leur revanche. Ils n'étaient prêts ni à oublier, ni à pardonner. D'où leur refus. Certes, Toussaint avait pris les armes contre eux, mais il avait aussi fait beaucoup de concessions, notamment au sein de son propre corps. Il s'était battu pour que les prisonniers soient bien traités et pour préparer leur échange. Donc le refus des planteurs a eu pour effet de durcir sa position. Cela met immédiatement fin aux négociations. Sans le savoir, les colons viennent de gâcher l'unique occasion qu'ils auront de régler pacifiquement ce conflit. En France, la Révolution a cédé la place à la terreur. Le pays vient de déclarer la guerre à l'Autriche et à la Prusse, et la chasse aux ennemis de la Révolution et aux suspects est ouverte. Elle donnera lieu à des purges et à des exécutions qui feront plusieurs milliers de morts. Puis, le 21 janvier 1793, le roi Louis XVI est guillotiné. En France, les événements s'emballent, ce que personne n'avait vraiment prévu. Il y a des soulèvements partout. C'est une véritable révolution, dans la mesure où toute la hiérarchie sociale est bouleversée. Et les ondes de choc parviennent jusque sur les côtes de Saint-Domingue. L'une de ces ondes de choc va prendre les traits d'un commissaire civil du nom de Léger-Félicité Sonthonax. Ce révolutionnaire a des idées bien arrêtées sur la vie dans les colonies. Sonthonax arrive à Saint-Domingue précédé par une mauvaise réputation. Des gens de France avaient écrit aux colons pour les prévenir que c'était un abolitionniste, qu'il voulait mettre fin à l'esclavage. Malgré les tensions, la population métisse de la colonie a réussi à conserver sa fragile entente avec les Blancs. Pour faire en sorte que cela continue, Sonthonax crée un conseil représentatif et invite des mulâtres à y siéger. Il fait même entrer des métis au sein du gouvernement colonial. Clairement, beaucoup de planteurs étaient furieux et ils le considéraient comme un saboteur. Et ce n'est pas la seule source d'inquiétude des colons. Moins de 2 ans après avoir rejoint les insurgés noirs, Toussaint Louverture est désormais à la tête d'une armée de rebelles. Je suis Toussaint Louverture.
mon nom s'est peut-être fait connaître jusqu'à vous. En 1793, il adresse une lettre ouverte à tous les habitants de la colonie qui n'ont aucune représentation électorale. J'ai entrepris la vengeance de ma race. Je veux que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause.